Bonjour ou bonsoir. La méditation peut-elle être dangereuse? Il semblerait bien que oui. Un reportage diffusé à Radio-Canada il y a quelques jours, en janvier 2025, puisque j'enregistre à ce moment-ci, rapporte qu'il y a effectivement des dangers, des risques méconnus avec la méditation. Ça m'a interpellé. Je me suis dit, je crois que j'ai besoin de vous en parler un peu. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça, tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit ici. Un impératif, prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. J'ai regardé récemment ce reportage intitulé « Les risques méconnus de la méditation » présenté dans le cadre de l'émission Découverte à Radio-Canada, c'est au Québec. Je n'ai pas été très surpris de la thématique, mais j'ai été surpris des recherches de celle qui a approfondi la question. Et c'est de cela dont je veux vous parler, mais aussi comment avancer sur les sentiers de la méditation de façon sécuritaire. Donc, dans ce podcast, je vous propose dans un premier temps de revoir les bienfaits de la méditation. Ensuite, on prend quelques instants pour parler justement de ces risques méconnus. Et enfin, dans une dernière section, je vous propose une façon d'avancer en toute sécurité au niveau de la méditation. Ça fait presque bizarre de dire ça. Avancer en sécurité dans la méditation. Bon, on y arrive. Avant d'aborder les bienfaits de la méditation, j'aimerais vous demander, et vous, est-ce que vous pratiquez une forme de méditation? Je dis bien une forme parce que souvent, lorsqu'on parle de méditation, il y a plusieurs personnes qui vont s'imaginer une personne assise d'une façon vraiment très typique avec les doigts qui se joignent, les yeux fermés et pour une quarantaine de minutes. C'est ce dont on entend parler le plus. Mais il y a plusieurs formes de méditation. Est-ce que vous méditez en tricotant? Est-ce que vous méditez en faisant à manger peut-être? Est-ce que vous méditez en marchant? Ou peut-être, comme mes élèves, méditez-vous en pratiquant un exercice, par exemple le tai chi. Les bienfaits de la méditation. Vous le savez peut-être, la méditation, c'est une manière propice, puissante parfois, de renforcer notre vitalité intérieure. Je vous parle souvent de prendre soin de votre feu. La méditation, c'est une très belle façon, c'est une très belle manière de prendre soin de soi, de notre feu intérieur, de cette flamme qui représente notre énergie, notre présence au monde. Parfois, cette flamme, évidemment, elle vacille. Elle est étouffée par les vents du quotidien, du stress, des obligations. Et on sait qu'on en a souvent beaucoup. Et on est tapé par ces réalités du quotidien. La méditation, ça crée un espace, simplement pour nous, qui vient, nourrir notre feu intérieur par un souffle doux sur nos braises. Il y a de nombreuses études qui ont démontré que la méditation peut réduire le stress, améliorer la concentration et la mémoire, et même, ça le saviez-vous, contribuer à une meilleure gestion de la douleur. Par exemple, il y a une recherche belge qui a révélé que des jeunes qui ont suivi un programme de méditation qui présentaient moins de signes de dépression et d'anxiété plusieurs mois après l'intervention. C'est donc dire que ce n'est pas juste une affaire du moment, de se calmer, d'être dans l'instant présent, mais c'est bien d'instaurer tout doucement une habitude intérieure, une structure intérieure pour que notre feu soit stable et durable, pour qu'il nous réchauffe et nous permette d'être bien dans ce monde. La méditation, c'est également aussi bénéfique pour le cerveau. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Il y a des chercheurs de Harvard, une université aux États-Unis, qui ont montré que la pratique régulière augmente la matière grise dans les zones impliquées
dans la mémoire et le contrôle des émotions. Donc, ça apaise vraiment des espaces en nous pour être, plus ancré, plus aligné. C'est comme si à chaque session ou à chaque moment de méditation qu'on s'offre, on renforçait cette flamme intérieure pour la rendre, je vous le disais un peu tout à l'heure, plus stable et même plus durable de la meilleure des façons. Voilà en très résumé le côté, lumineux de la méditation. Dans quelques instants, je vous présente le côté un peu plus sombre. Pour aborder le côté plus sombre de la méditation, j'aimerais vous présenter 2 réflexions avant de vous présenter le contenu du reportage de Radio-Canada qui va nous aider à aller un peu plus loin. Le premier point que j'aimerais vous apporter, c'est une réflexion qui vient entre autres de Karl Graf Dorkheim, un maître au niveau de la méditation, on l'appelait d'ailleurs le maître de la forêt noire, qui disait simplement que entrer en méditation, c'est aller à la rencontre des 3 plus grandes peurs de l'être humain. Il disait qu'il y avait la peur de l'isolement, donc la peur d'être tout seul, d'être coupé de tous, la peur de l'absurdité, la peur du non-sens, que ça ne serve absolument à rien, et finalement la peur de la mort. Pourquoi ces 3 peurs? Je vous les explique à ma façon. C'est que simplement la rencontre de ces expériences de solitude, de silence et de non-mouvement, ça évoque ou ça réveille au niveau du système nerveux autonome certaines réactions. Il y a des souvenirs qui sont ancrés dans nos cellules qui font que notre corps va commencer à vouloir nous faire bouger, vous provoquer des pensées, mais aussi vouloir provoquer des mouvements. Par exemple, une démangeaison sur le bord du nez, une démangeaison à l'oreille. On est assis tranquille, on sait qu'on est en méditation, qu'idéalement on ne bouge pas. Et là, il y a le corps qui nous envoie toutes sortes de signaux pour nous faire bouger. Bouge, que je sache que je ne suis pas mort. Fais un son, que les autres sachent que tu es vivant. Et finalement, dégage d'ici, qu'on serve à quelque chose. C'est l'expérience que j'ai vécue assez régulièrement dans mes méditations, voir on parle de l'ego, mais ce n'est pas seulement l'ego qui nous pousse à bouger comme ça, c'est aussi, je vous le redis parce que c'est fondamental pour moi, c'est notre système nerveux autonome qui a engrangé, qui a engrammé toutes ces expériences qui lui font dire « Attention, il y a peut-être un danger ». À la fin de ce podcast, lorsque je vous parlerai d'avancer en sécurité dans la méditation, je reviendrai sur le système nerveux autonome. Deuxième point que je voulais vous présenter, c'est ma façon d'aborder la méditation avec les jeunes et maintenant avec les adultes. Je le présente toujours comme une expérience de plongée sous-marine. Imaginez, vous êtes en train de faire du ski nautique, c'est votre quotidien. Ça avance vite, vous êtes tiré par en avant, vous tenez le palonnier de main ferme. Le palonnier, je vous le rappelle, c'est cette poignée attachée à une corde qui est reliée au bateau, qui nous permet de nous maintenir et de glisser sur l'eau. Donc, ça glisse, ça va rapidement, et la méditation, c'est une invitation à laisser aller le palonnier pour doucement entrer dans l'eau. Et plus on fait cette pratique de lâcher prise, plus on apprend à se laisser d'abord porter par l'eau et ensuite peut-être même à faire ce dont je vous parlais, de la plongée sous-marine, de se laisser entrer dans notre propre profondeur. Ma suggestion lorsque je fais ce genre de formation, c'est toujours de ne pas en faire seul, du moins pendant un certain temps, parce que justement, à faire de la plongée sous-marine en soi, on ne sait pas toujours ce que l'on va trouver. Il faut être prudent. Et c'est là que j'arrive au reportage de Radio-Canada. Encore une fois, avant d'entrer de plein pied dans ces risques méconnus, j'aimerais vous demander, et vous, avez-vous déjà expérimenté quelque chose de négatif lors d'une expérience de méditation ou de pleine conscience? Et c'était de quel ordre? Est-ce que c'était plus au niveau de votre esprit, de votre manière de vous concevoir, de vous voir dans le monde? Est-ce que c'était plus physique?
Le reportage de Radio-Canada sur les risques méconnus de la méditation, lui, il a mis en lumière des aspects rarement discutés. J'avoue, c'est assez rare qu'on entend des personnes dire qu'elles ont été déstabilisées ou prises au dépourvu de ce qu'elles ont découvert dans leur expérience de méditation ou dans leur monde intérieur. Pourtant, il y a un professeur, une chercheuse, le docteur Willoughby Britton, une chercheuse en neurosciences de l'Université Brown au Rhode Island aux États-Unis, qui a fait des études très poussées et qui maintenant parle de réactivation de traumatismes enfouis. Elle parle aussi d'intensification des symptômes d'anxiété ou de dissociation même chez certaines personnes après des retraites méditatives. Ici, je me permets de vous faire remarquer les termes retraite méditative. Pour moi, ce type d'expérience, retraite méditative, c'est l'équivalent d'une plongée sous-marine profonde. Est-ce que les gens étaient bien préparés? Est-ce qu'ils étaient bien équipés, bien accompagnés pour faire cette expérience? Ça me fait penser un peu aux jeunes lorsque j'expliquais, on ne peut pas passer du ski nautique, laisser aller le palonnier et faire une plongée en profondeur tout de suite. C'est dangereux. On va manquer d'air. Il va se passer quelque chose de pas nécessairement très agréable. Donc, il y a un apprivoisement à faire. Ceci étant dit, il y a Mme Britton qui a quand même identifié 7 types d'effets secondaires qu'on peut relier à l'expérience de la méditation. Et je voulais prendre le temps de vous les nommer parce que ça peut peut-être vous toucher ou toucher d'autres personnes. On a des effets secondaires au niveau émotionnel, c'est-à-dire que ça peut engendrer de l'angoisse. Il y a des effets au niveau cognitif où on a de la difficulté à se concentrer. C'est ce que ça provoque à plus long terme. Il y a des effets perceptuels, évidemment, la provocation d'hallucinations. Il y a des effets secondaires somatiques, des sensations physiques inhabituelles. Remarquez que ce sont des choses qui peuvent arriver du côté positif, mais je vous donne un contexte tout de suite après. Il y a des effets secondaires reliés à l'identité, c'est-à-dire le sentiment d'être dissocié de son corps. Il y a un effet secondaire lié à la dimension sociale, c'est-à-dire de se sentir isolé. Tiens, on revoit une des peurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et finalement, il y a un effet moins connu qu'on appelle conatif, c'est-à-dire qui joue sur la motivation. Dans le reportage, il y a des gens qui, après quelques mois de méditation, donc non pas après une retraite intensive, après des mois de méditation, qui ont vu ces symptômes apparaître tout doucement. Et c'est là qu'il y a des choses qu'il faut vraiment faire attention lorsqu'on entre dans cette expérience de méditation et surtout lorsqu'on a l'intention d'y plonger un peu plus en profondeur. Suite à ce que je vous ai résumé, mais extrêmement résumé de ce reportage de Radio-Canada avec les propos de Mme Willoughby Britton, j'aimerais aborder avec vous un point important, et ça fait presque drôle de le dire comme ça, c'est méditation et sécurité. Pour avancer en sécurité avec la méditation, surtout si on veut aller en profondeur, c'est important d'être conscient de notre condition. C'est-à-dire que si vous savez ou sentez que vous avez un problème au niveau psychologique ou mental, si vous sentez que vous êtes dans une dépression ou que vous vous sentez tout près d'une dépression, si vous vous sentez épuisé, et là je vous mets en garde, souvent on ne se sent pas épuisé. On ne sait même pas qu'on est épuisé, on n'est même pas conscient qu'on l'est, mais on a des signes. Ça demande une certaine sagesse et peut-être parfois le regard d'autres personnes pour nous aider à en prendre conscience. Donc si vous avez quelque chose de cet ordre, soyez vigilants dans l'expérience de la méditation en profondeur. Si je reviens à mon image de ski nautique et de plongée sous-marine, je vous dirais que si vous laissez aller le palonnier pour flotter à la surface de l'eau dans une méditation douce et tranquille, je ne crois pas qu'il y ait de soucis. Mais dès que vous entrez, que vous sentez qu'on vous fait entrer dans la profondeur de votre être, c'est là qu'il faut être vigilant, en particulier si vous avez l'une ou l'autre des conditions dont j'ai parlé. Ma façon d'aborder l'enseignement de la méditation, elle repose sur une approche centrée sur le système nerveux autonome. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit un peu et je vous le dis d'une autre façon, méditer, c'est en quelque sorte jouer avec les rouages intérieurs de notre corps et de notre esprit. Si on avance trop vite sans respecter notre propre rythme, ça peut provoquer un déséquilibre.
Il y a certaines formes de méditation qui peuvent modifier l'équilibre du système nerveux autonome et entraîner des réactions inattendues, comme des épisodes de panique, des sentiments de dissociation. La clé, c'est donc de respecter son propre rythme et de choisir la méthode qui correspond à son état actuel. Pour certains, quelques minutes de méditation douce, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça suffit pour commencer. Et ça peut même être ça pendant un certain temps. Pour d'autres, des pratiques en mouvement, comme le yoga, la marche méditative, le tai chi que j'enseigne, peuvent être plus adaptés. Ce qui compte, c'est d'écouter c'est d'écouter ce que vous ressentez, c'est d'écouter ce que vous dit votre système nerveux autonome par différents signes. Respectez vos propres signaux et n'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un de qualifié. Ça, c'est une clé très importante. Être guidé, ça peut être important, surtout pour essayer de détecter ce qui se passe dans nos angles morts. Je vous donne un exemple. J'ai des gens que j'ai déjà accompagnés qui pratiquaient très bien et subtilement dans l'angle mort s'est présenté des parts d'elles-mêmes, des parts exigeantes qui demandaient une performance. Vous vous souvenez ce dont je vous ai parlé, cette espèce de peur de non-sens, d'inutilité? Ça réveille des parts en nous qui disent « Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça donne quelque chose. » Oui, tu peux méditer, mais on doit avoir un rendement. C'est le genre de discussion ou d'échange qui peuvent se produire à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'être guidé peut nous aider à discerner ce qui est clair de ce qui est sombre. Puisque nous arrivons doucement au terme de notre exploration très très courte de la méditation avec ses côtés lumineux et ses côtés un peu plus sombres, je vous propose, quelques instants de méditation, mais tout simple. Une méditation, une pleine conscience, comment puis-je l'appeler? Un temps d'arrêt, quoi. Je vous invite à porter attention à votre respiration, ici et maintenant, peu importe ce que vous êtes en train de faire. La méditation, c'est aussi ça. Vous portez attention à ce que vous vivez dans l'ici et maintenant. Comment est votre respiration? Est-elle douce? Est-elle profonde? Est-elle toute menue, comprimée au niveau du haut des poumons? Comment votre corps réagit-il à l'attention que vous portez à votre respiration? Un peu comme si vous étiez en train de faire un scan de ce corps qui respire. Prenez votre temps, respirez, et vous allez peut-être vous apercevoir que votre respiration change. Quelque chose se modifie. Demeurez à l'écoute. Accueillez avec bienveillance. Voilà. Vous avez laissé aller le palonnier pendant quelques instants. Ça peut être tout aussi court, tout aussi bénéfique. Vous pouvez reprendre ce tout petit exercice de méditation à l'occasion, à la maison, au travail, peut-être même en voiture, en restant tout à fait conscient. Merci beaucoup de m'avoir consacré quelques minutes de votre précieux temps. J'espère que pour vous, ça vaut la peine. Si vous souhaitez communiquer avec moi, me partager vos impressions, vous pouvez le laisser en commentaire, soit sur Facebook, sur YouTube, ou par email à amipierre, amipierre@outlook.com. J'ai toujours énormément de plaisir à vous lire. Je vous embrasse tendrement. Prenez bien soin de vous.